Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les studios de Réaction 19. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Barnérias à l'occasion de la sortie de son documentaire Les Survivantes. Pierre, soyez le bienvenu. Bonjour Raphaël, merci de l'invitation. Alors, je commencerai par une citation de Martine Bouillon qui disait en mars 2000, donc il y a 24 ans sur FR3, on vient Mhm. de comprendre que la pédophilie existe. On ne peut pas encore comprendre qu'il existe encore pire que la pédophilie simple. Il y a des gens qui résistent de toute leur force et leur intérieur, car c'est tellement inimaginable que ce n'est pas crédible. Voilà la petite introduction. Pierre, avant de parler justement des survivantes, pouvez-vous vous présenter, donner un petit peu votre parcours, les grandes lignes de votre parcours professionnel, justement? Parcours professionnel, formation, je suis titulaire d'une maîtrise de droit à Paris 2, droit privé Paris 2 à Assas, et après j'ai fait une école de journalisme qui est l'école européenne de Bruxelles. Ensuite, j'ai eu la chance, vraiment la chance de travailler pour les trois grands secteurs, presse écrite, radio et télé. En presse écrite, j'ai travaillé pour Ouest France pendant 4 ans. J'étais correspondant à Paris et je m'occupais de la rubrique religion. Donc religion, et secte, et donc ça m'a passionné. En même temps, je travaillais à la radio, j'ai beaucoup présenté les journaux d'information. J'étais ensuite rédacteur en chef sur à RTL2 où je faisais je présentais les journaux du matin. Et par la suite, j'ai été rédacteur en chef adjoint d'une grande agence de presse de télévision où j'ai pu collaborer, travailler, faire tous les magazines d'information que vous connaissez. Enfin, que ça va de reportages à TF1 sur puis des racines et des ailes, envoyé spécial aux zones interdites. Et par la suite, j'ai créé ma propre agence de presse, Flair Productions, qui était une agence de presse qui se spécialisait un petit peu dans le développement durable, dans les informations positives, où on montrait des véritables héros de l'humanité qui réussissent à concilier économie, sociale et environnement. Et voilà, donc après, j'ai réalisé, je sais pas, une trentaine de documentaires, de séries documentaires, dont la série Passeur d'espoir sur France 5, ça c'était en 2004. Et en 2009, j'ai décidé, parce que je voyais, il y avait des sujets qui ne passaient pas, que j'arrivais pas à vendre, donc je comprenais pas, par exemple, notamment des sujets sur le clonage humain, c'est intéressant le clonage humain, sur le clonage humain, sur les médicaments tueurs. Déjà à l'époque, je m'intéressais aux médicaments tueurs, donc ça c'est assez rigolo de voir ce qui s'est passé aujourd'hui avec la Covid. Et parce que là, c'est un vrai médicament tueur. Et ensuite, donc j'ai créé une société pour aller au cinéma, faire des vrais films documentaires cinéma qui n'ont rien à voir avec un documentaire télé. Mais enfin là, ça sera trop compliqué pour expliquer la différence, mais c'est une grosse différence quand même entre le documentaire télé et le documentaire cinéma. Et voilà, C'était donc j'en suis. Les Survivantes, c'est mon 10e documentaire sale, après Miracle, après L'Empreinte, ou après, voilà, après d'autres films. c'est bien T-Prod que vous avez monté justement. Absolument, T-Prod. D'accord. Donc il y a eu Flair Productions jusqu'à 2009, de 1998 à 2009, et ensuite de 2009 jusqu'à maintenant, T-Prod, donc une société vraiment spécialisée dans le documentaire cinéma. Donc dans le documentaire, Bah, Les Survivantes, en fait, c'est un film sur l'inentendable, sur l'inaccessible, sur l'impensable. Et justement, le but, c'était de rendre accessible des choses qu'on ne peut pas entendre, comme justement des affaires de pédocriminalité, avec des femmes qui sont juste des héroïnes de l'ombre. Elles sont vraiment de vraies, véritables, ce sont des martyrs du 21e siècle, qu'ils ont réussi à échapper à leurs bourreaux et qui témoignent à visage découvert de choses qu'on ne peut pas entendre, parce que c'est juste pas pensable. Donc il était là le projet, c'était d'ailleurs de réussir à apporter au cinéma quelque chose qui a toujours été plus ou moins caché. Donc c'est bien parce que je vois qu'aujourd'hui ça commence à sortir ici ou là des enquêtes sur la pédocriminalité, sur des réseaux qui existent. Je vois notamment l'article de Libération qui parle du réseau de la rue du Bac. Tant mieux. Voilà, donc si ce film peut permettre à d'autres de faire son travail de journaliste, tant mieux. pourquoi pour le public, ce serait impératif d'aller voir ce film?
aujourd'hui. Ben, c'est impératif d'aller sauver des enfants qui sont martyrisés. Il y en a des milliers qui sont martyrisés tous les jours. Enfin, pour moi, on touche pas un gamin. Déjà, ça, c'est, pour moi, c'est la règle numéro un. Mais là, quand on voit que c'est tout un système d'une perversité sans nom qui va vraiment, dès le plus jeune âge, massacrer ces enfants pour en servir, pour les transformer, pour prendre contrôle de leur être et en faire des esclaves sexuels ou des foudres de guerre pour aller tuer, pour vraiment les télécommander à distance. Donc c'est inimaginable. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est le mal que l'on peut faire à des enfants, notamment à des nourrissons ou à des bébés. Enfin, ça, c'est pour moi, on ne touche pas aux gamins, quoi. Et donc, c'est impératif d'abord de prendre conscience que oui, cette réalité, elle existe. C'est pas du fantasme, c'est pas un délire, comme le disait encore toute la presse mainstream. Dès que vous parlez de pédocriminalité, vous étiez affiché en tant que complotiste ou voilà ou extrême droite ou facho ou antisémite. Enfin, c'est juste dingue, quoi. Et moi, ça, pour l'avoir subi avec Hold Up, ça, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je laisse plus rien passer. Et, euh, et voilà, je pense que ce film était, je l'avais en fait, il s'est imposé à moi au fur et à mesure de l'enquête, parce que j'ai commencé cette enquête en 2010, donc ça date pas d'hier. Et j'avais au départ, je voulais présenter, je voulais faire un documentaire pour Zone Interdite que j'avais présenté à Bernard de la Villardière. Sous le titre, c'était La France, l'Eldorado des pédophiles. Donc voilà, c'était en plus avec des faits qui étaient étayés. Et j'ai pas pu, voilà, j'ai pas réussi, mais sans doute que Bernard avait ses raisons, et tant mieux. Et ce qui m'a permis en fait de continuer de creuser un petit peu. Et voilà, 10 ans plus tard, j'ai voulu sortir en 2022 cette enquête de 5,52 minutes qui s'appelle C'est notre petit secret, pour une raison qui ne m'appartient pas d'expliquer là devant vous. Bah, j'ai pas pu la sortir, donc, mais ce n'est que partie remise, puisque je sortirai cette enquête en 2024. Entre-temps, j'étais tellement bluffé de tous les témoignages que j'avais enregistrés, que j'avais rencontrés, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut rendre hommage à ces héroïnes de l'ombre. Donc oui, venez rendre hommage à ces héroïnes de l'ombre, parce que ben, grâce à vous, grâce au public, elles vont retrouver leur dignité que ces fous furieux leur ont retiré par ben voilà, par des tortures sans nom, innommables. Donc voilà pourquoi j'ai voulu voilà, faire ce film. Et tant mieux parce qu'aujourd'hui, les retours que j'ai sont quand même relativement très très positifs, à la fois sur les personnes qui qui sont allées voir ce film en marche arrière, mais en se disant bon quand même, il faut que je m'informe. Et à la sortie du film, c'était des guerrières qui ressortaient de la salle en disant ben merci, j'étais content d'aller voir ce film et maintenant aujourd'hui, je vais tout faire pour dénoncer ce fléau quoi. Donc, il faut rendre hommage justement à ces victimes. Mm. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est une des premières où elle témoigne à visage découvert. Mm. C'est une de leur souhait, votre volonté, parce que c'est Ah pas évident, non, c'est uniquement leur souhait. Euh, hein. leur souhait et parce qu'aujourd'hui, elles n'ont plus rien à perdre. Elles n'ont plus rien à perdre. Le système est tellement pourri et tout est en train de sortir en ce moment. Et en même temps, quand vous avez quand même subi comme ça et qu'avec ces souvenirs post-traumatiques qui remontent à 40 ans ou 50 ans et que vous découvrirez l'horreur, elles se sentent, enfin, c'est leur instinct de mère qui parle. En disant bah il faut que ça s'arrête, il faut dénoncer maintenant. Donc je pense que peut-être que c'était l'ambiance qui fait que, enfin l'ambiance, je sais pas que, ben voilà, que aujourd'hui en 2024, et ben on peut parler de ça normalement, alors qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, vous étiez traités tous les noms. Elles ont un courage inouï et elles prennent tous les risques. Et ça, moi, je suis bluffé par ça. Notamment, je pense à l'une d'entre elles, qui est une mère désenfantée, qui a toujours ses 2 enfants, c'est Dalila Sadok, qui a ses 2 enfants dans les réseaux, des réseaux très puissants. Ben moi, je la comprends. On lui a piqué ses gamins. Elle ne voit plus ses enfants. C'est un enlèvement d'État. C'est un enlèvement d'État cautionné par les juges, cautionné par les magistrats, cautionné par certains policiers. Enfin, c'est juste pas possible. On touche pas à des enfants. On touche pas à des gamins. Et là, dans l'affaire justement des enfants de Dalila, on lui a interdit, ça y est, elle peut même plus voir ses enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a parlé, elle a parlé pendant 2 minutes à une journaliste d'Arte qui faisait un reportage sur la pédocriminalité. Véridique, hein?
Juste, elle dit, ah ben non, c'est terminé. Déjà qu'elle voyait ses enfants une fois tous les 6 mois, là maintenant, elle les voit plus du tout. À l'issue de votre Alors, film, non? non, non, pas l'issue du film. C'est juste parce que Dalila Sadok, avant même que le film ne sorte, dans son affaire elle-même, puisqu'elle avait été interrogée par une journaliste d'Arte, et donc son interview, la juge, et elle devra rendre des comptes, cette femme, hein, parce que la juge, en mesure de représailles, avait dit, écoutez, maintenant, vous ne verrez plus vos enfants. Mais ça, c'est juste un détail. Ça, c'est juste un détail. Mais il y a tout le système, tous les rouages qui sont gangrénés par ces affaires-là. Ça sent mauvais quand même. Ça sent vraiment pas bon. Et voilà. Donc, si, avec ce film, si on peut juste faire prendre conscience que l'horreur sans nom existe bien et qu'on peut l'écouter, qu'on peut la regarder et qu'on peut la comprendre, bah tant mieux. Il est là le but du film. C'est pas de choquer parce qu'il n'y a aucune image choquante, il y a pas de propos complètement délirants, loin de là. Enfin voilà, c'est le choc des propos, le poids des mots, Le poids des mots. pas le choc des images. Euh, pour donner une idée, parce que c'est pas juste des cas isolés, en fait, la pédocriminalité, il y a un rapport qui est sorti par le Sénat et on dit qu'il y a 300 000 victimes de violences sexuelles. Hmm, 300 000, ça représente 60% sont des enfants, donc 180 000. Donc c'est à peu près une ville comme Grenoble. hmm, Les enfants de moins de 11 ans, c'est 30%, donc Saint-Malo. Pour dire qu'effectivement, c'est ce cas, les 8 survivants hmm, à l'échelle nationale. bien sûr. Et comment expliquer que les pédocriminels sont d'anciennes victimes? Comment on peut l'expliquer ça? Ça, c'est une chaîne du mal, hein. À partir du moment où vous avez été violé dès le plus jeune âge, eh ben, peut-être que vous reconduisez, mais c'est pas à moi de l'expliquer tout ça. Je suis pas un expert là-dedans. Pour comment le pourquoi, j'ai du mal à faire. Moi, je suis vraiment dans le factuel. Je montre. Je laisse aux spécialistes le soin de démontrer. Même si effectivement, dans le cinéma, ce qui est bien, c'est qu'on. Mais là, l'idée, c'était vraiment déjà à travers ces témoignages-là, montrer une réalité. Après que cette réalité, effectivement, que le pédocriminel lui-même a été abusé quand il avait 2 ans ou 3 ans, certainement. Ça ne l'excuse pas, hein, ça va pas excuser. On est chacun responsable de ses actes. Mais déjà, avant d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là, c'est juste de montrer déjà ce qui s'est passé. Après viendra le temps de l'explication. Après, oui, c'est comme Anneke Lucas qui explique dans son livre comment elle a eu une expérience de mort imminente, qu'elle a failli mourir sous les coups de son bourreau, et c'est là qu'elle a vu dans son bourreau le petit enfant qu'il était tout petit, et qui a été lui-même également victime de ces fous furieux, quoi. Oui, parce que dans la pédocriminalité, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 40% de victimes qui deviennent agresseurs. Mhm. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est pour ça qu'il faut montrer justement avec votre film comme quoi ça existe si on veut réussir à casser cette chaîne. Et c'est exactement ça. Il faut casser cette chaîne du mal. Pour l'instant, elle est complètement abritée, protégée, surprotégée par un système qui a fait le pari, et c'est bien vu. C'est tellement inimaginable que personne ne va vous croire. Parce que si C'est je retrace, fabuleux. C'est fabuleux quand même. Ces gens-là sont ils sont juste, ce sont des génies dans le mal, parce que réussir à faire, en se disant, mais de toute façon, personne ne te croira parce que c'est tellement pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Pardon, mais moi, je vais dire exactement, je fais le parallèle avec la Covid. Euh, enfin, je veux dire, de réussir à fragmenter une société, à diviser une société comme elle a été divisée avec la Covid-19, pour un virus qui sort d'un labo, mais qui n'était pas aussi dangereux que ça, puisque les personnes qui mouraient de la Covid-19, elles avaient en moyenne d'âge 82 ans, donc c'est ridicule, et le taux de létalité, c'était 0,05. Et ils ont réussi quand même, avec ce virus, avec cette Covid-19, à fragmenter d'une façon irrémédiable aujourd'hui dans les familles. Il y a un avant et un après. Et aujourd'hui, on a fait quoi? On a quand même injecté 10 milliards d'une substance complètement inconnue, et qui va transformer l'humanité. Enfin, c'est du génie, ça, d'avoir réussi à faire ça, et surtout d'avoir réussi, encore une fois, à fragmenter la société en deux camps.
C'est du jamais vu. Moi, aujourd'hui, je sais que dans ma famille, il y a des sujets dont je ne parle pas, je ne peux plus en parler. C'est fabuleux quand même d'avoir réussi à faire ça. On est dans le même cas de figure avec la pédocriminalité. C'est tellement pas possible que personne va vous croire. Et C'est, aujourd'hui, justement, si je regarde un petit peu un récapitulatif, on avait en 1986 Eva Thomas, qui était la première femme à parler de l'inceste en ouais, direct. de l'inceste, ouais, pour la première fois. Après, on a eu le documentaire Viol d'enfants, la fin du silence en 2000 par Pascal Justice et Élise Lucet. On a attendu 2021, plus ou moins, avec Carle Zéro, avec la sortie de son documentaire 1 sur 5, 2023, Soon of the Freedom. Et là, Mm. 2024, il y a Les Mm. Survivantes, il y a, je sais, un petit documentaire, je crois, sur Arte, que je n'ai pas vu. Voilà. Donc, 24 ans plus tard, ma question, c'est, arrive-t-on à une prise de conscience ou sommes-nous toujours dans le déni? Non, non. Elle est là, la prise de conscience. Je pense que maintenant, là, ça commence à sortir. Le simple fait qu'il y ait ces survivantes qui témoignent à visage découvert, et c'est la plus multiplicité qui fait que ça devient crédible. Donc non, non, je pense qu'aujourd'hui, ça y est, peut-être on arrive enfin à un moment où c'est peut-être, voilà, c'est peut-être le moment d'en parler et que les gens peut-être sont beaucoup plus réceptifs, justement après après ce qui vient de se passer avec la Covid, parce que la Covid, c'est juste, c'est n'importe quoi. Et là, le simple fait d'avoir aujourd'hui ce dossier qui ressort un petit peu alors qu'il y a 24 ans déjà, Pascal Justice avait tout dit dans son film. Elle avait continué l'enquête, elle s'est fait massacrer. Elle s'est fait massacrer, notamment par les mêmes qui aujourd'hui sortent des articles sur la pédocriminalité. Donc vous avez juste envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi aujourd'hui vous avez mis 24 ans à vous intéresser au réseau pédocriminel de la rue du Bac, euh, alors que vous avez été les premiers à notamment à encourager et même à protéger des journalistes ouvertement pédophiles? Donc voilà, donc c'est un peu paradoxal. Je parle du journaliste pédophile de Libération qui était Christian Aignon, voilà, qui a quand même abusé pendant plus de 10 ans, qui était expert judiciaire, qui a abusé pendant plus de 10 ans d'un certain Franck Demule et qui lui-même, Franck Demule, a publié un livre en 2009 qui s'appelle Un petit tour en enfer que j'ai commencé à lire. C'est juste invraisemblable. Comment ce journaliste, expert judiciaire, qui avait la garde de cet enfant, dont il était le tuteur, a-t-il pu, voilà, se promener avec cet enfant dans les couloirs, dans la rédaction de Libération, sans même éveiller la moindre questionnement des journalistes? Et le mal avance, il veut juste légaliser la pédophilie, hein. Donc on avance avec des programmes, avec trucs, voilà, voilà. Non, non, il faut éduquer les enfants à l'amour, hein, comme le prônait Libération dans les années 80. Non, non, je pense qu'on est dans cette bataille-là et qu'à un moment donné, ben voilà, il y a des dérapages et ça commence à sortir. Je pense qu'on est plus dans un combat, dans une vraie guerre spirituelle, parce que de tels massacres, de telles, comment ça s'appelle, tortures, enfin, ça peut pas sortir purement d'un cerveau humain, c'est pas possible. Donc, le mal, il est tellement énorme, il est tellement colossal que ça ne peut être qu'une. Alors, c'est pas pour l'excuser, encore une fois, hein, mais je peux t'assurer que si, si effectivement on croit en ces forces obscures, et moi j'y crois parce que pour avoir filmé des exorcismes, notamment en Italie, avec un prêtre exorciste, et je l'ai filmé de long en large, et j'ai vu des choses qui sont juste énormissimes. Donc, oui, on est dans une guerre spirituelle avec d'un côté le méchant, hein, ce qu'on appelle Satan, et l'autre, bah voilà, l'autre, vous mettez qui vous voulez derrière, quoi. Mais en tout cas, oui, on est dans une guerre spirituelle, et cette guerre-là, elle a commencé il y a déjà très longtemps, et peut-être qu'on arrive à son dénouement aujourd'hui où tout est en train d'être révélé, et tant mieux. Mais moi, je parlais par rapport aux gens qui refusent de voir la vérité. Moi, par exemple, la spectatrice qui était à côté de moi, elle voyait votre film, mais elle avait du mal à y croire, à dire c'est vrai. Mais je la comprends. Mais je la comprends, c'est une réaction saine. C'est pas entendable. Et justement, le but du film, c'est de dire, ben si, il faut l'entendre. Soit ces femmes sont des menteuses et à ce moment-là, il faut les interner. Soit si vraiment elles disent la vérité, ben il faut creuser et puis il faut aller regarder qui dirige, qui tire les ficelles derrière, quoi. C'est pas possible autrement. Et c'est ce qu'on va faire justement en septembre prochain en révélant l'enquête, quoi. Mais bon, déjà, c'est une bonne chose non, c'est une réaction, je dirais, logique
d'avoir cette attitude. Bon, je sais que ça existe, mais j'ai encore du mal à le croire. Ouais, il faut assimiler, hein. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont encore voilà, bien traversées par toutes pas les informations, c'est pas les informations, mais par les témoignages qu'ils ont entendus. Parce que c'est des témoignages, vous dites, mais c'est pas possible. Alors pourquoi ces femmes-là parlent-elles à visage découvert? Pourquoi des femmes comme elles s'accusent elles-mêmes de meurtre d'enfants? Mais elles avaient 3 ans à l'époque, 4 ans. Donc vous voyez la perversité du système? C'est diabolique, hein. Pardon, mais c'est purement diabolique. C'est tellement humainement inimaginable. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier-là, c'est de justement de permettre à tout un chacun de percevoir quelque chose de... Parce que si c'est vrai, il faut vite faire changer les choses, quoi. Il faut vite faire bouger les lignes. Si vraiment, et moi j'en suis convaincu, de toute façon, pour avoir quand même traîné mes guêtres dans ces milieux absolument nauséabonds depuis plus de 10 ans et pour avoir recueilli plus de 50 témoignages, oui, ce système est surprotégé. D'abord, par, euh, par le caractère complètement inhumain et surréaliste, diabolique de ce qu'ils font aux enfants, et deux, effectivement, par une puissance qui a la capacité d'acheter le silence de la presse, quand même. Parce que la presse aurait dû sortir cette affaire depuis très longtemps. Et Pascal Justice l'avait fait en 2000. Après, elle a plus le droit à la parole. On lui a dit non, non, elle voulait poursuivre l'enquête. Elle voulait sortir une autre enquête qui allait encore plus loin que ce qu'elle avait révélé. On lui a dit non. On lui a dit non, stop, c'est fini. Et elle s'est fait même, on lui a même planté un coup de poignard dans le dos par des confrères journalistes. Enfin, c'est juste, quand vous l'écoutez aujourd'hui, vous avez du mal à y croire quand même. Et ça, c'était en 2000. Donc, la sortie de ce film-là, ce documentaire, enfin, ce magazine a été compliqué, à la fois pour Martine Bouillon qui a tout perdu, hein, après son témoignage quand elle parlait des charniers. Elle s'est fait virer de partout, elle s'est fait blacklister, enfin, elle a pris des coups. Pascal Justice en a pris aussi. Je ne sais pas si Élise Lucet en a pris. En tout cas, elle est toujours là aujourd'hui. Donc voilà. Mais l'avantage, c'est que elle a fait le taf, quoi. Elle a fait le taf, elle a ouvert la porte. Et tant mieux. Et merci à elle, quoi. Et dans ce système, en fait, donc il y a la pédocriminalité, justement, où il y a les pédophiles. Euh, existe-t-il, on peut dire qu'il y a différentes catégories de pédophiles? Dans le Bah, sens, euh, dans l'échelle de la monstruosité, oui, il y a plusieurs catégories. Oui, il y a les gens qui font vraiment des sacrifices qui vont jusqu'à la pédocriminalité, hein, avec les sacrifices humains, sacrifices d'enfants. Et il y a le pédophile, on va dire l'inceste classique. Pardon, hein, c'est horrible de dire ça parce que c'est encore une fois. il faut identifier. Cette échelle-là, elle est pas. Le but, c'est pas de d'excuser celui qui est en bas de l'échelle, mais c'est sûr que il y a différents cas de pédocriminalité, ça c'est évident. Tous ne sont pas du même acabit, on va dire. Oui. Et je disais ça pourquoi? Parce qu'il faut identifier notre ennemi si on veut le combattre. C'est Et clair. effectivement, c'est pour ça que George Glass disait qu'il y a 4 ou 5 niveaux de pédophiles. Il y a le pédophile classique, première catégorie justement avec l'inceste. Il y a le Hmm. deuxième qui est le groupe, enfin le pédophile sous pulsion. C'est celui qui va faire un kidnapping à la sortie d'un collège. Et là, ça va se terminer par le meurtre d'un enfant. Après, Ouais. le troisième groupe, c'est la pédophilie dite institutionnelle, En réseau. en Hmm. réseau en fait. Et c'est là que ce qui est intéressant, Hmm. moi, je n'avais pas percuté cette notion-là, où il dit, dans ce réseau, dans cette pédophilie, les pédophiles conscients ou inconscients entrent dans des formations qui leur donnent accès Hmm. aux enfants. Ouais. Et Pardon. c'est cette notion-là qui, nous, enfin moi ou le public peut-être lambda, on se dit, tiens, il était, par exemple, coach sportif, il côtoyait des enfants, puis à force, il est devenu pédophile, ou alors les prêtres, pourquoi pas? Et c'est là qu'on comprend, non, il y a toute une stratégie derrière, c'est on choisit d'abord notre réseau pour après avoir accès à ces enfants-là. C'est ça qui est Hmm. surprenant.
Et après, Bah donc, oui. oui, Mhm. allez. Non, mais il y a des viviers, hein. Il y a des viviers dans lesquels les pédophiles vont puiser, hein, que ça soit l'éducation nationale, enfin tous les secteurs où vous pouvez avoir une emprise sur les enfants, où vous êtes en contact avec les enfants. Bah, ça va avec l'Église, avec les prêtres, ça va avec les médecins, ça va avec les instituteurs. Enfin, tous les milieux sont concernés. Là, je sais on va sortir une belle enquête sur les réseaux des médecins. Vous savez, les fameux médecins qui nous disaient surtout voilà, qu'il n'y avait pas de médicaments contre la Covid et qu'il fallait vite se faire vacciner. On va enquêter sur les responsabilités du Conseil de l'Ordre qui a protégé des médecins ouvertement pédophiles et qui par contre dénonçait les médecins qui dénonçaient leurs propres collègues. Donc oui, on va aller regarder comment, au niveau de la médecine, on s'est organisé. Et il est c'est bien structuré parce que le médecin, il a l'avantage, c'est qu'il est en même temps juge et partie, puisque c'est le premier qui constate les faits, qui constate le viol, et c'est aussi celui qui va dire, qui va donner le niveau de crédibilité du témoignage. Et les médecins sont enfin, les médecins, des médecins, bien sûr, c'est pas toute la médecine, mais des médecins sont vraiment très, très bien organisés. Pour couvrir, regardez l'affaire Le Squarneck, ce chirurgien, il a plus de 300 plaintes pour viol aux fesses. Et ça, c'est pas parce que les policiers ont été très zélés, c'est juste parce que les policiers, lors d'une affaire, quand ils sont venus perquisitionner chez lui, ils ont juste trouvé un carnet. Et ce fameux chirurgien, il notait sur un carnet toutes ses victimes. Donc ensuite de ça, c'était facile d'aller les retrouver et d'aller recueillir les témoignages. Mais en tout cas, la médecine est bien organisée. Enfin, des médecins sont parfois très, très structurés pour que ces réseaux, justement, puissent bien servir de vivier à des pédophiles médecins, docteurs. Et aujourd'hui, pourquoi ces victimes ne portent pas plainte? Qu'est-ce qui empêche qu'elles puissent porter plainte justement par rapport à ce médecin? Qu'est-ce qui bloque? Non, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous portez plainte, hein, c'est tout s'inverse. Et il est là le souci. C'est-à-dire 99% des plaintes pour viol d'enfants, pour viol sur mineurs, sont classées sans suite. 99%. Donc il y a un souci quand même. Donc, et là, on le montre bien avec l'une d'entre elles dans le film, Dalila, à partir du moment où elle a commencé à porter plainte, et ben, ses enfants lui ont été retirés et confiés aux pédos. Enfin, c'est juste, tout est inversé. Tout est inversé. Et ça, l'exemple de Dalila dans le film, ben, j'en connais peut-être une bonne dizaine à qui ça arrivait exactement la même chose. À partir du moment où vous dénoncez, regardez Priscilla Majani. Priscilla Majani, elle a dû fuir pendant 10 ans avec sa fille quand elle a vu que le système était complètement gangréné et que la justice, en fait, faisait pas son boulot. Qu'à partir du moment où vous portez plainte, qu'on allait certainement lui retirer sa fille et la confier au père qui était accusé d'actes de viol sur sa fille. Donc aujourd'hui, le choix, il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Soit vous partez, vous fuyez et vous menez une vie voilà, vous menez une vie cachée pendant des années pour sauver votre enfant, ou soit si vous portez plainte, et ben à ce moment-là, on vous retire votre enfant et vous n'avez plus rien. Et on le retire, soit on le place à l'ASE, soit on le place en famille d'accueil, ou soit on le redonne au père qui est accusé de viol. Il y a quand même des choses qui tournent pas rond, quoi. Hmm. Oui, ça c'est avec le syndrome d'aliénation parentale en fait qui avait été développé. Ah oui, fabuleux. C'est un syndrome d'aliénation. C'est un syndrome qui n'a aucune valeur scientifique, rien, qui ne représente. Et, et sur lequel s'appuient des magistrats pour retirer les enfants au père protecteur. Pareil, c'est une aberration. Mais ça, on va en revenir vraiment dans l'enquête. Le syndrome d'aliénation parentale. Ça, c'est la première arme des pédos, ça. En plus, qui a été créé par un pédopsychiatre lui-même pédophile. Donc, c'est au secours, quoi. Au secours. Et ce qui est marrant justement, parce qui est marrant, c'est qu'Édouard Durand, qui est juge des enfants et co-président de la commission inceste et violences sexuelles faites aux enfants, il le dit mais lui-même,
On dit aux victimes d'agressions sexuelles qu'il faut parler, mais on ne les croit pas. C'est Mm. ça. Et aujourd'hui, le problème, est-ce que c'est pas le problème de notre justice si je compare par rapport à une justice américaine où aux États-Unis, c'est la personne qui est mise en examen qui doit prouver son innocence. Et en France, c'est la victime qui doit démontrer en fait l'infraction. Donc effectivement, pour un enfant, c'est impossible. Mm. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, le système américain, enfin, quoique le système américain, moi je suis très réticent aussi, hein, parce que pour avoir enquêté là-dessus, avec le système du plaidé coupable, mais c'est sûr que l'enfant en France n'est pas entendu. On ne croit pas en la parole de l'enfant. C'est terminé. Non, non, il affabule. Enfin, c'est juste. C'est tout le système pervers, même le système des juges pour enfants. Ça va pas. Ça, c'est le système qui a été mis en place. On a vraiment, c'est vraiment un système qui favorise en fait. C'est pour ça que j'avais monté, on avait décidé avec Laurence Beneux, avec qui j'avais travaillé sur ce sujet et avec qui je continue de travailler sur ce dossier, hein, Laurence Beneux qui a consacré toute sa vie quand même à la pédocriminalité, puisqu'elle a sorti son livre, le livre de la honte, les réseaux pédophiles en l'an 2000, et qu'elle continue, hein, elle a sorti deux, trois livres depuis, et elle continue à enquêter sur ces réseaux. Et on va effectivement montrer que ben, qu'en France, il y a un gros problème avec la justice, quoi, avec le système des juges pour enfants, avec les décisions, avec le système, avec ce fameux syndrome d'aliénation parentale, avec toutes ces plaintes qui sont classées sans suite, avec l'ASE, avec ces décisions qui font que les enfants, malgré la décision du juge pour enfants, bah, c'est en fait, on se rend compte que ce sont les personnes responsables de l'ASE qui dictent leurs lois, en fait. Il faut savoir que ça représente un marché qui est colossal. C'est 9 milliards d'euros, les placements d'enfants. 9 milliards, donc c'est colossal. Pour les départements, c'est une subvention qui est intéressante quand même. Et en fait, moi, je parlais des victimes qui ne portent pas plainte non plus par rapport à l'amnésie traumatique, Ah qui sont... bah, Est-ce que vous pouvez en parce parler que, un peu? ouais, ouais, parce que malheureusement, le délai de prescription, c'est fini. Quand elles se souviennent, on ne peut plus porter plainte. Il faut vraiment qu'il y ait il faudrait une imprescriptibilité de ce genre de crime. Parce que quand vous êtes violé dès l'âge en fait, ritualisé dès l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, et que les souvenirs commencent à revenir 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard, bah, les faits sont prescrits. Donc c'est encore plus violent. Et c'est vrai que ces souvenirs post-traumatiques, ces mémoires traumatiques, elles sont compliquées également à gérer au niveau de la santé. Il faut trouver des gens, des spécialistes qui sont capables d'entendre ça. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Donc en fait, ces victimes, elles sont dépourvues de tout. Au niveau de la justice, il y a rien. Trouver des pédopsies, ou trouver des psychologues qui sont capables d'entendre ce qu'elles racontent, c'est difficile, c'est compliqué. Et après, pour le soin, comment sortir de ce système-là, c'est pas évident non plus, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, de spécialistes de ce genre de fléau. Est-ce qu'effectivement, pour expliquer le problème de l'amnésie traumatique, si je regarde, il y avait Marie Laforêt qui avait été violée à 3 ans et son souvenir, elle l'a eu 60 ans après. Et aujourd'hui, avec la chape de plomb, en fait, de dire que vous avez le droit 30 ans après vos 18 ans, la majorité, c'est un gros problème. Vous en avez rencontré beaucoup dans vos interviews, des femmes comme ça? Il y en a beaucoup, oui. Toutes celles qui ont vécu ce genre de choses, après, elles sont confrontées au fait que bah, elles peuvent plus porter plainte, quoi. Ben, c'est le cas d'Hélène Pelos dans le film. C'est le cas également de d'autres personnes. Dont, voilà, je peux pas dire les noms, mais bien sûr, j'en ai rencontré. Oui, c'est un vrai problème. Et ça serait bien d'ailleurs qu'il y ait une imprescriptibilité pour ce genre de crime, quoi. Comment est-ce que vous que les victimes ne parlent pas de se venger? Bah, si vous vous vengez, vous participez à cette chaîne du mal et puis vous perdez tout. Je reprends l'exemple de, de Oui, Dalila Sadok qui a ses deux enfants dans les réseaux. Moi, sincèrement, ma première réaction,
quand vous voyez ce que vos enfants subissent, puisque ces enfants sont retournés avec le père accusé pourtant de viol, enfin, moi, ma première réaction, moi, je vais les chercher manu militari et je perds tout. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité de dire, bon, tant pis, j'accepte que mes enfants se fassent violer et puis je vais essayer de prendre toutes les rouages possibles pour essayer de sortir ces enfants de ce système. Et aujourd'hui, ben, il y a plus qu'une seule chose, c'est l'opinion publique. Donc, à travers ce film, mais oui, c'est compliqué. C'est très, très compliqué de... Ouais, elle parle pas de se venger parce qu'elle sait que si elle se venge, elle perd tout. Elles perdent tout. Elles perdent. Si elles se vengent, c'est terminé pour elles. Et donc la vérité sera toujours bien, bien dissimulée. Alors qu'aujourd'hui, de vaincre ce mal juste en le dénonçant, en mettant au jour cette vérité, eh ben, ça suffit. Je ne veux pas dire que c'est de l'amour, mais parce que quand même, pour arriver à donner de l'amour à des actes qui sont aussi barbares, c'est compliqué, c'est même pas humain. Mais le simple fait de ne pas en vouloir, je dis bien de ne pas en vouloir à ces monstres de l'ombre qui continuent de perpréter des choses qui sont juste ignobles, bah c'est déjà un pas qui est énorme. Quand je dis de ne pas en vouloir, c'est-à-dire juste de dénoncer, mais elles sont pas animées par la haine, elles sont pas animées par la vengeance. Parce que pour elle, et ça une constante que j'ai vue à travers les 8 témoignages, c'est l'amour qui est plus fort que la haine. C'est l'amour qui est plus fort que ces actes barbares. Bah, moi, enfin, je veux dire que c'est là où je me suis dit, il y a un vrai film pour le cinéma. Parce que la fin se termine bien. Parce que justement, elles avaient une telle capacité, une telle résilience de dire, ben, c'est ce qu'il faut montrer. Il faut montrer que vous avez beau traverser, c'est comme celles qui reviennent des camps, hein, qui sont revenues des camps. Comment ont-elles pu faire pour encore survivre à ça, avec toute cette mémoire, avec ceux qui sont porteurs de la mémoire de la Shoah, c'est juste, enfin, c'est un poids qui est colossal, quoi. Qu'il est survivante de ces camps, et ben, c'est survivante de ces réseaux pédos, ce que vous voulez, pédocriminels. Ben voilà, elles ont réussi à traverser la ligne verte. Ça serait pas les saintes du 21e siècle? Ce seraient les martyrs du 21e, ça serait vraiment les martyrs du 21e siècle parce qu'elles ont réussi elles ont été martyrisées, hein, dans leur corps, dans leur Ah. psyché, dans tout, à tous les niveaux, dans leur air, dans leur pensée, dans leur âme. Oui, ce sont de véritables saintes, des héroïnes qui ont tout donné et qui aujourd'hui ont le courage, parce qu'elles ont un courage inouï, hein, aujourd'hui de parler face caméra, d'aller au cinéma. Et je regrette vraiment pas parce que je pense qu'elles ont toute leur place au cinéma. Parce que d'abord, un, l'histoire est juste incroyable à tous les niveaux. Deux, il y a une émotion que j'ai jamais ressentie nulle part ailleurs en écoutant leurs témoignages. Et trois, il est urgent de les partager. C'est une urgence. Moi, pour moi, c'est un film d'utilité publique aujourd'hui. Voilà, qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, croyant, on s'en fout. La chose est, c'est que la force qu'elles ont en elles, c'est ce qui leur a permis de survivre à ces actes monstrueux. Et quand vous les voyez témoigner avec le sourire, avec calme, avec sérénité, de choses qui sont inentendables, et ben, vous avez juste envie de les embrasser et de les remercier, quoi. Et comment ont-elles fait justement pour se libérer de ces réseaux? C'est une bonne question. Ouais, il y a des parcours à chaque fois complètement différents. Il y en a une, c'est son bourreau qui est tombé amoureux d'elle, donc il a laissé s'échapper. Enfin voilà, il y a des histoires complètement différentes. Mais voilà, bon, je peux pas raconter, voilà, mais c'est à chaque fois des situations, on va dire très particulières qui font qu'elles sont sorties de ces réseaux. Mais c'est J'ai- Je vais faire une citation. Dans le rapport Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte de l'association Mémoire traumatique et victimologie avec le soutien de l'UNICEF, il est dit, avoir subi des violences dans l'enfance peut faire perdre jusqu'à 20 années d'espérance de vie.
Donc les victimes, car les victimes luttent continuellement contre l'émergence du trauma et elles sont en mode de survie, survie. Euh, N'est-ce pas une référence pour le titre de votre documentaire, justement? Voilà, survivante, absolument. Bien, c'est bien ça, parce qu'effectivement, le titre, je l'avais choisi un peu pour ça, pour montrer que c'était vraiment des gens qui sont constamment en survie. Et moi, je peux vous le dire, parce que les tentatives de suicide, là, parfois, c'est là, hein, c'est bien présent, et malgré tout, elles réussissent à surmonter ça d'une façon incroyable, sans doute grâce à leur foi ou grâce à leur force intérieure, qui fait qu'elles réussissent voilà, à tenir malgré, voilà, malgré la difficulté. Et je trouve que déjà d'avoir écrit, d'avoir couché sur le papier leur existence est déjà énorme. Et c'est ce qu'a fait Anneke Lucas depuis plus de 13 ans maintenant. Et c'est ce que font là, ce que vient de faire Chantal Frey, qui témoigne aujourd'hui un petit peu un petit peu partout dans le monde, quoi. Elle vient de sortir un livre et voilà. Parce qu'effectivement, elles ont plus de vie, c'est ce qu'elles disent, c'est très difficile de se reconstruire, d'espérer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui leur manque? Que manque dans notre société pour leur permettre de se reconstruire? Enfin, se reconstruire, d'être écoutés, qu'est-ce qui leur manque? Comme vous, en fait. D'être cru, juste d'être cru, de croire, de les croire. C'est tout ce qui leur manque. Parce que à partir du moment, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, elles étaient traitées de folles, elles étaient traitées de n'importe quoi. Enfin, maintenant, c'est pas possible. Le simple fait aujourd'hui de se dire, ben, tiens, bah oui, c'est peut-être possible, c'est peut-être vrai. Voilà, ça va participer à leur guérison. Simple fait de les croire. C'est comme on croit un enfant. Aujourd'hui, regardez dans toutes les plaintes pour viol, on ne croit pas les enfants. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont 50 ans. Il serait peut-être temps de les croire. Est-ce que vous avez développé votre... je crois qu'il y a une association qui s'appelle Ce n'est pas notre petit secret. Ce n'est plus notre petit secret. Notre petit secret. Vous Alors pouvez oui, le c'est une pas? association que j'ai créée il y a 4 ans en me disant, voilà, je vais sortir ma série, ce n'est plus, c'est notre petit secret, parce qu'il y a cette série-là qui est en cours et qui va sortir en septembre. Et il y a 4 ans déjà, j'avais créé cette association dont le but était de recueillir tous les témoignages et essayer de trouver éventuellement un moyen pour les accueillir, pour les héberger, ou pas pour les héberger, mais pour apporter un soutien, soit au niveau juridique, soit au niveau de la santé. Voilà, donc j'avais déjà l'intention de créer une association en me disant qu'il va y avoir pas mal de retours suite à cette série. Donc j'avais déjà anticipé le fait que là, et là je vois aujourd'hui qu'effectivement, on a énormément de retours. Ça touche beaucoup, beaucoup de monde. L'enseignement de la sexualité à l'école maternelle, n'est-ce pas un cheval de Troie pour la pédocriminalité? Mais c'est que ça. C'est que ça. Le but, c'est de légaliser la pédophilie. C'est tout. Et je pense que la pédophilie peut-être sera légalisée avant même que le cannabis soit légalisé. Bien sûr, c'est évident. Vous avez des drag queens qui viennent vous dire à des gamins de 10 ou 11 ans comment mettre un préservatif, comment se masturber. Ou, moi, j'ai reçu des témoignages de jeunes filles complètement choquées, quoi. Mais c'est aux parents de faire ça, c'est pas à l'école de faire ça. C'est aux parents de faire cette éducation. Mais enfin bon, ça, c'est 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 un juste autre de sujet, dire que ça. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté manifeste aujourd'hui de dire que voilà, c'est. pour les parents d'accepter de laisser l'enseignement faire cette éducation-là, indirectement, on devient complice et on laisse la chose faire. Bah voilà, vous avez tout dit, hein, c'est ça, hein. Et c'est aux parents de prendre les responsabilités. Moi, j'ai eu la fille d'une amie qui nous a raconté qu'elle était choquée, quoi. Elle avait 11 ans. Et on lui a montré des photos de sexe, gros, comment s'appelle la personne qui était venue leur expliquer en disant, écoutez, vous pouvez faire l'amour à plusieurs, vous pouvez éventuellement, vous verrez, vous pouvez, enfin, c'est juste pas possible ça. Une personne d'un lycée public, elle était en quelle classe? Je sais pas en quelle classe elle était, mais elle avait 11 ans et elle a été choquée.
Et la personne lui dit, écoutez, il n'y a pas de problème, vous verrez plus tard, si vous avez le choix, vous pouvez faire l'amour à plusieurs ou seul ou avoir une seule personne. Enfin, et puis il y a eu, voilà, on montrait des photos, puis des vraies photos hein, de sexe sous toutes ses formes. Enfin, mais pourquoi cette violence-là? Pourquoi violenter les gamins qui n'en ont rien à faire à 11 ans de voir ça, d'entendre parler de ça? Et surtout vous vous rendez compte de dire, bah, écoutez, voilà. Euh, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pornographie, je sais que tous les gamins à 8 ans, ils ont déjà tout vu, ils savent tout ils ont déjà vu des films porno, mais quand même, c'est pas une question, c'est pas pour autant le rôle de l'école de leur parler que, bah oui, l'amour, vous pouvez le faire à plusieurs, c'est aucun problème, ce sera à vous de décider plus tard. Bah non, c'est pas possible ça. Est-ce que vous allez en parler? Parce que je sais que vous allez sortir quelque chose avec Laurence Beneux sur le sujet des ASE. Vous pouvez Mhm. en dire deux mots, en fait? Non, mais on va essayer de monter. En fait, il y aura 5 volets dans cette série. Le premier, ça sera sur l'inceste, ça sera papa prédateur. Le second, ça sera médecin prédateur. Le troisième, ça sera sur la justice, pour montrer comment la justice, eh ben, elle tourne à l'envers dans ce dossier. Après, ça sera sur les réseaux. Donc là, ça sera intéressant. Donc là, on va vraiment aller un petit peu plus loin enfin, on va faire une enquête sur ces réseaux. Et le cinquième, ça sera sur la reconstruction. Comment on se reconstruit quand on a été victime de tels sévices. Voilà. Et, euh, et, voilà. D'accord. Pour les auditeurs qui voudraient vous soutenir et qui peuvent pas, qui n'ont pas pu aller voir le film, pouvez-vous nous parler de votre chaîne Citizen que vous avez mis en place? Bah, la chaîne Citizen, c'est un petit peu pour essayer de donner une autre information. Et l'information, comme vous le savez, elle a été dévoyée, elle a été malmenée, elle est malmenée depuis 50 ans, hein. Sauf que là, ça se voit. Avec la Covid, ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a plus de journalistes aujourd'hui. Enfin, il y en a encore quelques-uns qui font des enquêtes, mais c'est terminé. Enfin, je veux dire qu'il y a eu un clivage. Il y a eu des journalistes qui étaient là juste pour répondre la parole du gouvernement. Il n'y a pas eu d'enquête. On l'a bien vu avec la Covid. Il n'y a eu aucune enquête sur rien, alors qu'on n'avait que des situations historiques. Donc, Citizen, c'est juste de dire, voilà, il faut reprendre le pouvoir de l'information, et c'est vous qui êtes la source. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on enregistre des émissions, mais avec des citoyens qui se sont pris en main, qui vont être les journalistes de demain, qui vont présenter des émissions parce qu'ils ont un domaine de compétences. Et là, on a lancé 4 émissions. L'une sur les guerres invisibles, qui est présentée par Akina, qui va montrer comment ben, on est dans un empoisonnement d'État depuis 50 ans. Je dis bien un empoisonnement d'État. Donc voilà, les guerres invisibles. On a une autre émission qui s'appelle J'irai m'informer chez vous. Donc là, c'est pareil, c'est en situation avec Akina qui va rencontrer des personnes qui ont des vraies idées des vraies solutions pour répondre aux enjeux de la société. Une troisième émission qui s'appelle Miracles et prophéties, donc pour prendre un petit peu hauteur, un petit peu de hauteur sur des phénomènes complètement miraculeux, inconnus, inexplicables, et qui continue d'exciter un petit peu la fibre rationaliste de nos contemporains. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est de gratter un petit peu sur tous ces miracles et ces prophéties, surtout aujourd'hui. Et le dernier sujet qui est animé par David Pliquet, dernière émission qui s'appelle Les bâtisseurs de l'ombre. Les bâtisseurs de l'ombre, c'est quoi? C'est, voilà, qui sont ces gens qui dirigent le monde en quelque sorte, hein. Voilà, l'idée, c'est à travers justement les bâtisseurs de l'ombre, c'est de mettre au jour toutes ces sociétés secrètes qui font des choses, voilà, qui sont pas forcément, qui ne participent pas au bien-être de l'humanité, hein. D'accord. Donc j'encourage justement nos auditeurs à se rendre sur votre chaîne. On mettra les liens en bas de la vidéo. Euh, donc je crois que c'est 4,50 € par mois ou 50 € par an, de ce que j'ai C'est compris. ça. Donc c'est vraiment pas cher. Pour conclure cette entrevue, Pierre, je vous laisse 3 minutes. Vous avez carte blanche pour, Voilà. ou moins ou plus, pour divulguer le message que vous souhaitez. Ouh là là, un message que je souhaite. Non, moi je trouve qu'on vit une époque fabuleuse en tout cas. Voilà, c'est un message. Oui, j'ai toujours été, moi ça fait 30 ans que j'essaye de faire de l'information
d'informations positives, enfin, qui donnent des solutions. Et je trouve qu'on est une époque absolument charnière. Là, on voit bien qu'on va basculer dans un autre monde. Et donc, moi, j'ai pas de message. Je dis juste que voilà, il faut accepter ce qui va arriver, parce que là, on est dans un processus où tout est en train d'être révélé, hein. Notamment bah, toutes ces choses qu'on ne voulait pas voir, à savoir bah là sur la pédocriminalité, ben oui, ça existe et ça existe sans doute depuis des siècles. Mais là, sauf que là, maintenant, ça va, voilà, il va falloir en prendre conscience. Sur l'empoisonnement d'État, bah oui, ça existe hein, dans nos assiettes, avec les chemtrails et également, ben voilà, avec les injections, bah oui, ça existe. Euh, donc, bah moi, ça me fait plaisir de savoir que la vérité commence à percer alors qu'on est vraiment dans une épaisseur, dans une noirceur de mal qui est quand même difficile à combattre depuis plus de 30 ans. Moi, ça fait 40 ans que j'ai commencé ce métier. J'ai commencé ce métier en 88. Et là, je suis juste, mais effondré depuis 2000, depuis 2020, depuis que j'ai sorti Hold Up. Mais c'est juste hallucinant ce qui s'est passé. Et j'ai encore du mal à m'en remettre. Alors donc aujourd'hui, je porte plainte à chaque fois il y a un fou furieux qui va parler encore de complotiste ou d'extrême droite ou d'antisémitisme. Enfin, moi, c'est les gens qui me connaissent savent que je suis aux antipodes de ça, quoi. Et qu'on me traite encore aujourd'hui de complotiste, ou qu'on traite encore Hold Up de film complotiste, alors que tout ce qui est dans Hold Up était du factuel et tout était vérifié, sourcé, et qu'aujourd'hui on a gain de cause sur tout. Enfin, c'est juste pas possible. Donc effectivement, cet empire du mensonge qui nous dirige depuis maintenant, allez, 50 ans et qui quand même, qui est en train de façonner et qui veut absolument arriver à cette gestion, à cette numérisation. Là, on est dans une entreprise de numérisation de la société qui est juste colossale. L'intelligence artificielle, fabuleux. 1 milliard, je sais pas, 1 milliard de chômeurs en d'ici moins de 5 ans. Et ça fait pas bouger, ça fait bouger personne. Donc oui, on est à un tournant. On est à un tournant, ça c'est évident. Un tournant de l'humanité. Et tant mieux. Je veux dire, tant mieux. Tant mieux parce que moi, un monde qui est dirigé par l'argent, qui est dirigé par par la pédocriminalité, qui est dirigé par le secret, bah, ça me plaît pas. J'aime pas les secrets. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que j'ai rien à cacher, je m'en fous. Enfin, je dis ce que je pense et voilà, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant mieux. C'est ma, Et en même temps, j'ai toujours été animé par le fait d'essayer de montrer que la planète, elle est juste sublime. C'est un miracle en permanence qu'on a sous les yeux. Donc, continuez de vous émerveiller. Voilà, mon seul message, c'est l'homme, il est ce qu'il est. Il est traversé, bien sûr, par des forces maléfiques, mais il est traversé également par le bien. Mais surtout, ce qui nous entoure, c'est une nature qui est juste sublime, qui, elle, nous survivra et qui a tout à nous apprendre et qui nous est donnée gratuitement. Elle nous donne tout, la nature. Il n'y a pas besoin de fric hein, pour se nourrir. Tout est gratuit. C'est pas moi qui fais pousser la pomme, ou qui fait pousser la poire ou la banane, ou qui fait... Voilà. Tout est gratos. Mais le génie de l'homme, c'est qu'il a inventé l'argent. Et voilà, on voit où ça mène aujourd'hui, quoi. C'est un peu puéril ce que je dis, mais voilà. Le message à 2 balles, c'est continuer, essayer de retrouver l'émerveillement qu'on a tous. L'émerveillement des gamins, surtout. Eh bien, merci en tout cas, Pierre, d'avoir partagé ce petit secret, d'avoir pas eu de secret avec nous aujourd'hui. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à approfondir vos connaissances. On mettra sous la vidéo tous les liens qui nous ont permis de construire justement la vidéo euh, sur 1 sur 5 et Citizen, toutes ces choses-là. Je terminerai par une dernière citation issue du rapport Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte. Sans vous tous, qui œuvrez par votre écoute pour la libération de notre prison intime, sans vous tous, qui nous écoutez, sans un changement d'état d'esprit de la société face à ces violences, notre vie de victime restera une vieille boule de neige sale et noircie qui saignera au soleil. La parole des victimes n'existe qu'écoutée. Et là, enfin, douloureuse, elle devient riche de promesses. Un grand merci, Pierre. Ben, merci à toi, Raphaël, et merci de continuer à faire bouger les lignes aussi. C'est bien, c'est important. Merci à TMPX aux manettes. Merci à Françoise justement pour le chapitrage, à Carlo de m'avoir proposé de prendre le micro ce soir.
N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et justement aller aux salles, dans les salles de cinéma en France, en Suisse et peut-être au Canada, je crois. Ouais, il sort au Canada en septembre. En septembre et aux États-Unis à la fin de l'année. Eh bien, merci. À très bientôt. Énorme.